Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo spéciale lecture d'automne. Donc je vais vous parler de la sélection de livres que j'ai choisis pour cette saison et que j'ai déjà lus. Il y a un petit peu de tout. Il y a des nouveautés qui sont sorties récemment, comme il y a aussi certains livres vintage, il y a des classiques, il y a des livres pour enfants, des romans young adultes, et bien entendu, il y a aussi des livres juste jolis à feuilleter, puisque vous savez que j'adore les illustrations et que ça joue un rôle vraiment important pour moi dans cette saison pour m'immerger complètement dans cette ambiance automnale que j'aime tant. La majorité des livres, comme d'habitude, j'ai essayé de les chiner puisque c'est mon mode de consommation habituel, même pour les nouveautés. Mais bien entendu, il y a toujours des livres qui passent entre les mailles du filet puisque quand ce sont des nouveautés, elles ne sont pas forcément remises sur le marché ou alors à des prix très élevés et au final, c'est plus avantageux limite de les acheter neufs. Donc, sauf quelques exceptions, la majorité des livres ont été achetés d'occasion. Ce sont des livres qui traitent essentiellement de la saison automnale, donc soit parce que ça se passe dans la saison même, soit parce que il y a un univers ou un genre littéraire qui me rattache pour moi à la saison et que j'aime bien lire à cette période de l'année. Par exemple les cozy mystery ou alors certains grands classiques qui se passent dans cette période d'automne. La semaine prochaine, il y a une nouvelle vidéo livre qui va sortir puisque cette fois-ci je vous parlerai de mes livres spéciaux Halloween. Donc on va être plutôt dans une ambiance un peu frisson, un peu spooky, magie, monstre, voilà. Et ce sont des livres que j'ai décidé de présenter dans une deuxième vidéo parce que sinon cette vidéo serait trop longue déjà. Et c'est vrai que quand la période d'Halloween approche, j'aime bien aller vers un genre un petit peu plus effrayant, un petit peu plus sombre ou macabre, voilà. Donc ça je vous les présenterai la semaine prochaine. Pour cette vidéo-ci qui concerne vraiment cette saison automnale, on démarre par les livres illustrés, puisque vous savez que c'est ce que je préfère en général. J'adore notamment les livres pour enfants et j'ai décidé de vous présenter quelques petites pépites que j'ai trouvées sur le sujet, que je trouve vraiment très jolies à feuilleter mais aussi à lire. On démarre par un livre qui s'appelle Léa Lapin et le concours de cabane. Donc à première vue, quand on regarde la couverture, on se dit c'est pas spécialement automnal, mais en fait, si, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que ça commence en septembre à la rentrée des classes et qu'on va suivre le personnage de Léa, la mignonne petite lapine que vous voyez là, pendant toute la saison de l'automne jusqu'à l'hiver. Le but de Léa dans l'histoire, c'est de construire une très belle cabane et de faire donc un concours de cabane avec tous ses copains de l'école qui sont donc d'autres animaux de la forêt comme elle. Et on est vraiment dans une ambiance british, vous savez, au niveau des dessins, un petit peu cottagecore, je dirais. Je vous montre un dessin pour vous donner une idée. Mais voilà, on est un petit peu dans l'esprit de Béatrix Potter au niveau des dessins. On est dans une ambiance très cottage, dans une ambiance un petit peu british, vous voyez, cosy, avec la bibliothèque. Vu que le sujet, ce sont les cabanes, eh bien, on voit des arbres et on voit la nature. Et vous voyez que là, on est vraiment dans la saison de l'automne, rien qu'en regardant la couleur des feuilles sur l'arbre et cette magnifique cabane en construction. Donc là, je vous montre par exemple l'intérieur d'une cabane. Vous voyez qu'il y a un sens du détail dans les dessins qui est juste mais superbe. L'illustrateur qui s'appelle Chris Dunn, qui a illustré également Le vent dans les saules, donc je vous mets une photo là pour que vous voyez de quel livre je parle, c'est le même illustrateur, donc si vous avez aimé l'édition du vent dans les saules, courez acheter celle-ci parce que vraiment les images sont dans la même veine et c'est vraiment empreint de poésie et c'est plein de petits détails que j'adore regarder. Moi j'aime beaucoup dans un livre quand il y a plein de détails à surveiller et à chercher. Donc voilà, je vous montre une autre vue aussi. Il y a énormément de dessins comme ça en pleine page. C'est pas le cas de toutes les pages bien sûr, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez qu'il y a même une page dédiée à Halloween. Donc ça c'est vraiment trop mignon, regardez-moi ça là avec leur petit déguisement, la petite souris là, c'est super chouette. Et puis en fait, c'est une histoire qui va vous emmener jusqu'à la saison de Noël en décembre, puisque je vous ai dit que ça se termine en hiver. Donc c'est un livre qui pourra vous accompagner jusqu'à Noël. Voilà, vous voyez cette magnifique illustration de l'ours Père Noël, elle est vraiment superbe quand même. Je résiste pas à l'idée de vous montrer encore une petite image, mais vraiment le livre est bourré, il y a énormément de pages, donc je vous spoil pas du tout, il y en a plein d'illustrations. Et vous voyez cette double page qui est cette fois-ci dans ce sens et qui montre toute une cabane, des racines ici, là, vous voyez le sous-sol, on va dire, de la cabane, et qui remonte, voilà, jusqu'au plus haut sommet de l'arbre. C'est vraiment magnifique, donc j'essaye de vous le montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez les détails.
mais vraiment pour pouvoir en profiter pleinement, il faut acheter le livre tout simplement. Donc ça s'appelle Léa Lapin et le concours de cabane, c'est de Steve Richardson et les dessinateurs c'est Chris Dunn et c'est aux éditions Corette. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 16,90 € de mémoire. On reste dans les livres d'illustration pour enfants avec cette fois-ci un exemplaire vintage des années 80. J'ai choisi de vous présenter Sarah et la citrouille géante de Rose c'est la rose. Donc en fait Rose c'est la rose, vous voyez c'est écrit là. C'est une collection de livres pour petites filles des années 80. Je crois même que ça a commencé dans les années 70, mais en France, nous, on les a eus dans les années 80. Et ça met en scène plusieurs petites filles, dont on en voit une ici. Je vous les montre pour pouvoir vous les présenter. Je vais peut-être me mettre comme ça plutôt. Donc, vous voyez qu'il y a 6 petites filles, Sarah, Anne, Claire, Sally, Betty et Diane, à qui il va arriver des tas d'aventures. Donc là, on est dans l'exemplaire dédié à Sarah, hein, que vous voyez ici au niveau de la couverture, et Sarah, aidée de ses amis, va tout simplement s'occuper du potager à partir de la fin de l'été dans le but de faire pousser la plus grosse citrouille pour l'automne et de gagner le concours dédié. Donc c'est pas un livre qui est 100% au niveau des illustrations sur l'automne, c'est vraiment un livre pareil, très anglais, très british, très cosy, qui se passe dans la campagne, donc on a vraiment des images comme ça un petit peu campagnardes. On a un style de vêtements extrêmement cottagecore, là pour le coup, hein. Vraiment, ça ressemble un petit peu à du saraquet aussi. Plus on approche de la fin et plus on a des images en rapport avec les courges et notamment avec le concours de furcubitacées. Et on voit à la fin, évidemment, je vous spoil pas, je vous spoil pas du tout là, mais bon, on voit à la fin qu'elle remporte le prix avec la plus grosse citrouille. Et c'est vraiment très très joli au niveau... je trouve des dessins aussi et très sympa à feuilleter en automne. En plus, la couverture avec ce joli orangé est tout à fait dans le thème de la saison. Toujours dans les illustrations pour enfants et toujours dans les livres vintage, j'ai trouvé ce recueil de contes qui s'appelle Les Contes de Potiron. Donc vous voyez, le personnage principal est là, c'est un légume, c'est un potiron. Et vous voyez qu'il est entouré de tous ses copains du potager. Et en fait, ce sont des courtes histoires. Il doit y en avoir 5 ou 6 à l'intérieur qui parlent toutes en fait d'un légume du potager à qui il va arriver une aventure et tout ça est raconté par Potiron, donc c'est pour ça que ça s'appelle Les Contes de Potiron. Les dessins sont vraiment très très mignons, donc je vous montre un petit peu pour vous donner une idée. Vous voyez que chaque page est illustrée d'une façon ou d'une autre et effectivement on a des personnages qui sont mis en scène comme là ici le tournesol. On a quand même notre fameux Potiron là qui est mis en scène plus d'une fois et les illustrations sont vraiment très très mignonne, moi j'ai beaucoup aimé. Ce livre-là est de 1977 et c'est de l'École des loisirs. L'auteur s'appelle Michel Kahn, donc c'est une femme, Michel avec un E à la fin. Les illustrations sont d'Arnaud Laval. Voilà, j'ai bien aimé, c'est restent des contes vraiment sur le jardin, autour des légumes. C'est pas des contes dédiés à des aventures fantastiques non plus, hein. Ça reste vraiment dans le cadre agricole. Mais du coup, ça vous fait apprendre plus de choses aussi sur les légumes de votre jardin. J'ai trouvé ça assez dépaysant, j'ai bien aimé et puis la couverture est vraiment super jolie. Je l'avais d'ailleurs mis en décoration dans ma déco d'automne, peut-être que vous l'aviez remarqué. D'ailleurs, il y a pas mal de livres que je vais vous montrer que vous allez peut-être reconnaître parce que mes livres, quand je les trouve jolis, j'aime bien les mettre en déco pour meubler un petit peu l'ambiance et donner une petite touche supplémentaire. C'était la vidéo que je vous ai mis la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder d'ailleurs si vous avez envie. On reste dans la littérature pour enfants, mais on va enchaîner sur un roman cette fois-ci. J'avais envie de vous présenter la saga qui s'appelle Aliénor, fille de Merlin. Donc là, c'est le tome 1, mais en fait, il y en a déjà 3 ou 4 qui sont sortis. Et j'ai choisi de lire ce livre parce que à la base, je voulais le faire lire à ma fille. C'est d'un niveau CM1, CM2. Ma fille est plus jeune que ça, mais c'est une très très bonne lectrice et du coup, je pense que ça lui plairait. Comme je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était acceptable pour un enfant de son âge. Il n'y a pas quelque chose dans l'histoire que je trouve choquant. Au niveau du vocabulaire, c'est là où c'est un petit peu soutenu. C'est pour ça qu'il faut être un bon lecteur pour pouvoir le lire avant le CM1, CM2, je pense. Mais en tout cas, c'est une histoire qui va certainement plaire à beaucoup d'enfants puisqu'on est vraiment dans la magie au sens premier du terme. On a une petite fille qui s'appelle Aliénor et qui est la fille de Merlin. On va se baser sur l'histoire de la table ronde et du roi Arthur, sauf qu'il n'y a que les personnages magiques à l'intérieur qui apparaissent. Donc, mis à part Lancelot du Lac, qui est le seul humain en fait de la table ronde qui apparaît à l'intérieur de l'histoire et qui n'a pas de pouvoir magique,
Tous les autres qui apparaissent, ce sont les magiciens ou les fées. On a Merlin, évidemment, on a la Dame du Lac et on a aussi Morgane, la sorcière, l'enchanteresse. En tout cas, dans le tome 1, il n'est pas question du roi Arthur. On est vraiment sur une réinterprétation de l'histoire, dont le personnage principal est la petite Aliénor. On a tout un univers qui se crée dans le livre, donc je vais vous montrer. Il est illustré, mais uniquement en noir et blanc. On a pour commencer, pour se mettre dans le bain, une carte du royaume pour savoir un petit peu où sont situées les différentes maisons dans le royaume magique de Merlin. Et on a ensuite plusieurs illustrations comme ça qui apparaissent en noir et blanc. Sinon, vous voyez que l'écriture est plutôt écrite en gros, elle est bien aérée, ce qui est plutôt une lecture agréable, je pense, pour des jeunes enfants. Mais l'histoire en elle-même est assez intéressante et en tant qu'adulte, moi, je ne me suis pas ennuyée du tout, puisque Aliénor apprend avec son père Merlin des sorts et tous les secrets du magicien, mais que pour l'instant, elle se désespère un petit peu parce que elle n'a pas apparemment de fibre magique. Son père attend qu'elle développe un petit peu son éveil de magicienne, mais ça ne vient pas. Un jour, il trouve une mandragore et cette mandragore va provoquer la mort de Merlin. Alors je ne vous explique pas comment, je ne vous dis pas exactement pourquoi, parce que le but c'est quand même de le découvrir dans l'histoire. Mais sachez vraiment que c'est plein de petites péripéties agréables à lire. Franchement, ça se lit très bien, je ne me suis pas du tout ennuyée. Et je pense que j'achèterai les autres tomes, alors pour que ma fille les lise si ça lui plaît, mais même pour moi, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Et puis, regardez cette couverture, quoi. On est dans les champignons, les têtes de mort, le coquelicot pavot pour jeter des sorts et endormir, l'épée, voilà. On a vraiment cet univers que j'aime beaucoup pour cette saison automnale. Et c'est vraiment l'univers qu'on retrouve dans le livre. Je trouve que l'illustration de couverture reflète bien ce que vous allez y trouver. Il s'agit d'un livre qui est sorti aux éditions Neuf de l'école des loisirs. Alors je l'ai acheté d'occasion, mais de mémoire ça doit coûter dans les 9,90 € je crois. C'est toujours édité, donc vous pouvez le trouver en neuf dans n'importe quelle librairie ou sur internet. On change cette fois-ci de public puisqu'on va passer dans les romans qui parlent de la saison automnale en elle-même. L'automne y est pratiquement un personnage à part entière. Et je commence par ce court roman, vous voyez, il n'est pas très épais, moi je le qualifierais même de nouvelle si ça ne tenait qu'à moi. On est sur un livre auto-édité de Lynn Marlin qui s'appelle Deux automnes, je crois que c'est son premier livre, et ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans un premier temps, c'est la couverture, parce que franchement, quand on voit cette petite couverture avec un spicy latte ici, on a très envie, je trouve, de s'y plonger, c'est vraiment cosy, cocooning à souhait, et ça donne envie. En fait, l'histoire est très simple, il y a deux personnages, un vieux monsieur artiste peintre et une jeune fille mystérieuse, un peu flamboyante, et les deux en fait se rencontrent et c'est un prétexte pour, dans le livre, mettre en exergue les avantages et les inconvénients de l'automne. Donc il y en a un qui aime la saison, l'autre pas, et en fait ils ont des arguments différents et ils illustrent tout ça par des actions pour un petit peu vous montrer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien dans l'automne. Évidemment, je vous laisse deviner qui va gagner, et ce qui est agréable en fait, c'est de lire ça en premier, je trouve, dans les premières lectures de l'automne, parce que on va directement s'immerger dans la saison et ça va nous donner envie d'aller dans l'automne en fait, et ça j'ai bien aimé. Après, l'écriture et l'histoire c'est vraiment simpliste, on n'est pas sur un grand roman. Par contre, c'est bien soit pour démarrer voilà, vos lectures d'automne, soit entre deux gros romans par exemple, ça fait une petite coupure facile à lire en un seul après-midi, ou quand vous n'avez pas beaucoup de temps aussi pour une lecture, voilà, un week-end, un samedi après-midi où il pleut, et c'est très agréable et ça se lit bien. Je l'ai trouvé sur internet, donc je ne suis pas sûre que vous le trouviez ailleurs d'ailleurs, puisque c'est quand même de l'auto-édition. Et ça m'a coûté 6,99 €, c'est vraiment un petit prix, donc pourquoi se priver, hein, me direz-vous. Moi en tout cas j'ai bien aimé le découvrir, même si encore une fois, c'est pas le texte du siècle. Honnêtement, ça vous plonge vraiment direct dans l'ambiance de l'automne et c'est un petit peu ce qui est demandé à ce livre-là. On enchaîne avec un autre roman, alors cette fois-ci plus dans la littérature jeunesse et young adulte. Ça s'appelle Le Rouge des Feuilles de Mina Julien. Ça aussi, je pense que c'est une auto-édition, c'est chez Véron Édition, mais je pense que c'est de l'auto-édition. Vous voyez qu'on a une couverture qui parle d'elle-même quand même, hein, avec toutes ces belles feuilles rouges orangées d'automne. J'adore la couverture. C'est vraiment dommage que la couverture soit pas en relief tellement elle est jolie, je trouve. Et en fait, ça parle d'un mythe qui n'est pas très connu en France, mais qui l'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, qui est celui en fait du personnage de Jack Frost.
Donc peut-être que ça dira quelque chose à certains d'entre vous. Jack Frost, c'est un peu comme le Père Noël ou le lapin de Pâques. Ce sont des figures saisonnières qui sont importantes dans le calendrier de l'année au niveau des fêtes. Et chez les anglo-saxons, Jack Frost est un jeune homme un petit peu facétieux, qui aime bien faire des blagues et qui apporte la saison hivernale. Donc Jack Frost commence à se manifester à l'automne pour ensuite créer l'hiver. Et c'est vraiment en hiver qu'il montre toute sa splendeur et toute l'étendue de ses pouvoirs. Mais Jack Frost a une malédiction, si on peut dire, puisqu'il est condamné à la solitude. Personne ne peut jamais le voir. Or, dans cette histoire, qui se passe dans les années 80, donc c'est pas si éloigné que ça, eh bien, on a une jeune fille, une jeune femme même, une étudiante, qui, on ne sait pas trop pourquoi, va voir Jack Frost. Et Jack Frost est très intrigué, il ne comprend pas comment ça se fait que pour une fois, une humaine est capable de le voir. Donc s'ensuit ensuite toute une histoire autour de ces deux personnages. Ça aborde des thèmes comme la solitude, comme la différence, et c'est vraiment moins léger qu'il n'y paraît. Et ça reste aussi ancré autour du mythe de Jack Frost, donc c'est un bon moyen un petit peu d'approcher ce mythe-là qui n'est pas très connu en France. C'est assez bien mis en scène. Personnellement, j'ai bien aimé la fin de l'histoire, je ne m'y attendais pas, je trouvais que c'était assez joli, assez poétique, mais tout le livre après est très moderne au niveau du texte, il y a énormément de dialogues, on est sur un livre vraiment qui s'adresse à des lecteurs à la base assez jeunes, autour de 20 ans, c'est pour ça que je vous dis c'est plutôt du young adulte, mais ça ne m'a pas dérangé particulièrement parce que ce que je recherchais, là encore, c'était de m'immerger dans la saison automnale. C'est un livre qui est idéal pour lire à la fin d'automne parce qu'il va vous accompagner jusqu'en hiver puisqu'il y a des scènes où on est sous la neige et où on grelotte. Et donc ça, c'est pas mal, j'ai trouvé de lire, voilà, peut-être fin novembre, à la fin de la saison. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça abordait le thème de Jack Frost. Et moi, c'est un mythe qui m'intéressait, étant donné qu'on ne le connaît pas trop en France, ça m'a donné envie aussi d'aller chercher un peu plus sur Jack Frost et de voir un petit peu quels étaient les autres livres qui parlaient de cette histoire-là. Ce livre-là coûte 19 €, moi je l'ai acheté d'occasion, mais je crois qu'il est toujours disponible également en neuf si ça vous intéresse de l'acheter sous ce format-là. Cette fois, on change de registre et on passe au roman policier. Et on commence par la reine du genre, je pense que vous l'aurez deviné, c'est un Agatha Christie que je vais vous présenter. Alors j'ai choisi de vous présenter un livre d'Agatha Christie de la nouvelle collection de chez Hachette qui sort chez les marchands de journaux et qui est donc en hardback comme ça, en relié en fait, en couverture rigide parce que je la trouve très jolie. Vous voyez qu'il y a ici des dorures qu'on revoit ici sur la tranche et donc le livre est vraiment très soigné, j'aime beaucoup cette collection. Alors, je ne suis pas une fan incontestée d'Agatha Christie, j'aime bien en lire de temps en temps, mais voilà, sans plus, je ne ferai pas la collection de tous ces livres. Il faut savoir que Agatha Christie a été très prolixe, elle a fait quand même 81 livres de mémoire, dont 60 romans policiers. Donc autant vous dire que effectivement je ne lirai pas les 60 romans policiers d'Agatha Christie, je pense. Mais j'avais envie de lire les 10 plus connus. Donc parmi les 10 plus connus, on retrouve Ils étaient 10, on retrouve Mort sur le Nil, Le meurtre de Roger Ackroyd, Le crime de l'Orient Express aussi. Et j'avais envie de lire les autres en fait, puisque ceux que je viens de vous citer, je les connaissais déjà. Et j'ai trouvé celui-ci, alors d'occasion aussi sur Vinted, hein, mais vous pouvez les trouver soit chez votre marchand de journaux, mais sauf que vous n'aurez pas celui-ci puisqu'il est déjà sorti, mais sinon sur le site d'Hachette, eh bien, vous pouvez avoir toute la collection. Celui-ci, c'est un cadavre dans la bibliothèque, donc déjà la couverture ça m'a beaucoup plu et le thème aussi, puisque une bibliothèque, quoi de plus cosy pour la saison automnale? Je pense que si j'avais une pièce dédiée à mes livres, ce serait ma pièce préférée pour cette saison. C'est vraiment l'endroit où on a envie d'être en automne quand il pleut et qu'on aime lire, c'est d'être dans sa bibliothèque, assis sur un fauteuil, si possible au coin du feu avec une cheminée. Mais vraiment, voilà, c'est cette ambiance-là que j'aime, moi, à cette saison. Et donc, l'histoire, pour faire simple, parce que l'histoire n'est pas très longue, hein, comme ça a l'air épais, mais le livre fait à peine 200 pages et encore, il est écrit gros, je pense qu'un poche serait vraiment fin. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est retrouvée morte dans la bibliothèque d'un manoir anglais, donc dans la campagne anglaise, très chic, voilà, chez un noble. Et cette jeune fille est un peu particulière puisqu'elle est blonde peroxydée avec une robe blanche extrêmement maquillée. Bref, elle ressemble un petit peu à Marilyn Monroe au niveau du style. Ça se passe dans les années 40 et c'est vraiment
très connoté au niveau du livre qu'on est dans cette période-là. Donc j'ai trouvé ça sympathique, sachant que personne dans le manoir ne connaît cette jeune femme. Alors comment est-elle arrivée là? Voilà, ça c'est le speech de départ. Intervient dans l'histoire Miss Marple, qui est un des deux enquêteurs qu'utilise Agatha Christie dans ses œuvres, l'autre étant Hercule Poirot. Moi, j'ai une préférence pour Miss Marple, que j'aime bien avec son petit côté piquant, un petit peu acide de vieille fille, et donc j'étais très contente de retrouver Miss Marple dans ce volume. Au niveau du prix, il me semble que ces éditions-là sont à 9,99 €. Donc, si ça vous dit de vous les procurer, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, aller sur le site de Hachette. Mais sinon, sur Vinted, on en trouve régulièrement. On enchaîne avec un autre roman Cozy Mystery que j'avais envie de lire depuis le printemps, mais que j'ai gardé exprès pour cette saison-ci. Il s'agit de Ils étaient 7. Donc, c'est un livre qui est sorti en mars, je crois, 2023. Je l'avais acheté, je l'avais gardé dans un coin de ma bibliothèque parce que déjà, quand vous regardez la couverture, franchement, eh ben, c'est une ambiance que j'ai envie d'avoir moi en automne et pas quand il fait beau avec un grand soleil. Alors évidemment, si vous êtes un fan de polar, ça tient pas à ce que je dis, mais moi personnellement, je ne lis des romans policiers qu'à cette période de l'année. Je trouve que c'est vraiment la période la plus propice. Et Ils étaient 7 de Christina Larmer est un premier roman. C'est un premier roman qui fait hommage à Agatha Christie, je pense que vous l'aurez compris, donc ça fait référence à Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Et vous voyez ici tout le style british qui est visible avec la couverture au niveau des tasses, avec l'anse brisée là, et la théière menaçante avec son fusil fumant. Voilà, donc comment vous dire que déjà la couverture elle m'appelait quand je l'ai vue. Et au niveau de l'histoire, eh bien ça se passe en Australie et pas en Angleterre. Ce sont deux sœurs dont l'une a très envie de créer un club de lecture de fans d'Agatha Christie. Et elle va créer un club avec 6 autres personnes, dont sa sœur. Et un des membres va disparaître mystérieusement. Et de là va découler une enquête menée par les membres du club littéraire qui vont un petit peu finalement faire comme leur personnage préféré de romans policiers. Et va s'enchaîner de là plein de situations un petit peu étonnantes. Il y a plein de péripéties, franchement on ne s'ennuie pas. Et il y a aussi d'autres meurtres qui s'ajoutent. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ça a été une très bonne lecture, moi j'ai bien aimé. Sachez qu'il y a le 2 qui est sorti, si ça vous intéresse. Alors comme vous le voyez, la couverture est beaucoup plus estivale, donc je pense le prendre pour l'été. Donc voilà, je vais faire un peu exception à ma règle sur les Cozy Mystery, mais je pense que celui-ci, j'ai plus envie de le lire en été sur la plage, de fait déjà de la couverture, mais j'ai envie de lire la suite et de voir ce qui se passe avec les deux protagonistes, les deux sœurs et leur club de lecture, et voir ce qu'ils adviennent. Voilà, donc c'est publié au Cherche Midi et neuf, ça coûte 15,90 €. On enchaîne avec un roman qui est un peu un ovni littéraire. Donc on quitte le style des Cozy Mystery cette fois-ci pour un livre un peu étrange qui s'appelle La vie seule de Stella Benson. Donc déjà au niveau de la couverture, quand vous regardez, je pense que vous voyez ce qu'il y a là. Malgré que la caméra fasse pas trop le focus dessus, c'est une sorcière sur un balai. Donc ça vous donne un petit peu le ton du livre. Mais en fait c'est trompeur parce que s'il est bien question de sorcière, on n'est pas du tout dans un univers spooky, magique ou même un petit peu effrayant, comme on pourrait s'y attendre quand on regarde l'image. En fait, on est plutôt dans un univers complètement loufoque. Oui, vous avez bien entendu, loufoque. On est dans la même veine qu'Alice au Pays des Merveilles ou que Le Magicien d'Oz, pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements un peu farfelus qui se passent autour du personnage principal qui est effectivement une sorcière, mais qui n'est pas une méchante sorcière d'ailleurs, et qui est vraiment très excentrique à la Mary Poppins. Donc au début, à la lecture, j'ai été très déconcertée. C'est vraiment étrange comme style et il faut s'accrocher. Alors il faut savoir que Stella Benson est une écrivaine britannique très très connue dans son pays. Elle a été encensée notamment pour ce livre par Virginia Woolf, donc quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est un style déroutant. C'est à la fois léger, à la fois complètement fou, et il y a une part de magie quand même à l'intérieur qui fait que le livre reste quand même dans la thématique des sorcières. Toutefois, c'est aussi une autrice engagée. Alors du coup, ça donne un mélange détonnant puisque ça se passe lors de la Première Guerre mondiale et l'autrice dénonce la guerre, mais on sent que l'auteur est également un petit peu socialiste sur les bords et dénonce un peu la société britannique de l'époque. Donc les castes aussi, les castes sociales, voilà, il y a un peu de tout ça dans le roman. C'est vraiment un mélange étonnant.
mais si vous vous accrochez pour le lire, eh bien vous verrez qu'en fait le livre est assez surprenant et assez agréable. Moi j'ai bien aimé la scène où par exemple les sorcières se battent sur des gros nuages pendant que des obus tombent à côté. C'est assez fou, mais vraiment ça se lit bien une fois qu'on passe les premiers chapitres et qu'on accepte en fait ce côté décalé. Voilà, tout le problème en fait dans cette lecture, c'est d'accepter le décalé et de se laisser emporter. Une fois qu'on lâche prise, finalement on rentre bien dedans et c'est plutôt agréable à lire. Bref, c'est une belle découverte, j'ai bien envie de lire d'autres livres quand même de l'auteur. Malgré l'univers singulier de l'œuvre, vraiment, j'ai pris plaisir à le lire. Ce livre-là est édité chez Cambourakis et coûte 10 € tout rond, donc voilà, si ça vous intéresse. Moi, je l'ai acheté à 1 € sur Vinted et vous voyez qu'il est en parfait état. On enchaîne avec un autre roman qui est sorti il y a quelques mois et que j'ai gardé également spécialement pour la saison, qui s'appelle Cœur de sorcière. Alors on en a beaucoup parlé dans les réseaux parce que l'objet livre est quand même exceptionnellement beau, hein, vraiment, il est magnifique. Vous voyez qu'il a ici un jaspage extrêmement travaillé et si je vous ouvre la jaquette, vous allez voir que le travail à l'intérieur est vraiment magnifique. Donc j'essaye de vous l'approcher pour que vous voyez bien le visage de l'héroïne. Voilà, c'est superbe. Donc déjà, vous le savez, si vous suivez la chaîne, l'objet livre en soi, il m'a conquis. Et ensuite, j'étais vraiment intriguée par cette histoire, puisque, comme le titre l'indique, on parle d'une sorcière. Mais cette sorcière a la particularité d'être en fait un personnage de la mythologie nordique. Elle s'appelle Angrboda. Et Angrboda a vraiment existé dans la mythologie nordique. Elle est désignée dans les textes comme étant en fait une amante du dieu Loki. Et avec qui elle a eu 3 enfants extrêmement étranges, puisque la première est la future déesse des morts, elle s'appelle Elle, et elle est à moitié en fait vivante et à moitié morte, donc ça veut dire qu'elle a la moitié du corps en putréfaction et l'autre partie qui est sain. Et elle va aussi avoir en deuxième enfant un loup qui deviendra un loup géant, et également un serpent qui deviendra le serpent le plus grand du monde, qui sera capable d'entourer plusieurs fois la terre avec son corps. Et ces enfants sont à l'origine du Ragnarok. C'est le terme de la mythologie nordique qui désigne la fin des divinités nordiques, donc de Odin, de Thor, etc. Je pense que tous ces noms-là vous parlent. Et bien, à un moment, dans la mythologie nordique, ils meurent, leur règne prend fin, et ça s'appelle le Ragnarok, et ce sont les enfants d'Angrboda qui sont à l'origine de cette mythologie. Mais le livre ne fait pas que réécrire cette histoire-là, en fait, c'est vraiment une réinterprétation de l'histoire de cette sorcière. L'auteur, qui s'appelle Geneviève Kornichek, a un diplôme universitaire sur la mythologie nordique, et ça se sent beaucoup dans le livre. C'est vraiment un livre qui est tourné vers cette approche-là. C'est pour ça que je ne vous mets pas dans les lectures d'Halloween de la semaine prochaine, parce que je n'y ai pas du tout ressenti un univers comme ça, un petit peu sorcellerie, magie, ésotérisme. C'est vraiment quelque chose qui est tourné vers la mythologie, vers les pays du Nord, voilà, au niveau de la description, au niveau des scènes, et pas du tout vers ce côté qu'on pourrait attendre d'une histoire avec une sorcière, avec des potions, avec de la magie. Alors il y en a un petit peu, mais c'est vraiment léger. Ce qui domine, c'est vraiment la mythologie, c'est vraiment la star du livre. Alors il faut savoir qu'en fait, Angrboda, ici, la sorcière, est un mix de toutes les images de sorcières qui apparaissent dans la mythologie nordique. Elle ne s'est pas contentée de l'image de la sorcière que je vous ai donnée au début quand je vous ai raconté l'histoire d'Angrboda dans la mythologie. Elle a vraiment mixé toutes les images des sorcières qui existaient dans la mythologie et elle prend vraiment ses aises avec la mythologie. Ça n'empêche pas que ça vous fait découvrir ces mythes-là si vous ne les connaissez pas, ou si au contraire vous aimez bien, je pense que ça sera agréable de les retrouver à l'intérieur. Mais ça reste vraiment de l'invention du roman. Et d'ailleurs, si vous êtes novice en la matière, je ne le savais pas moi quand j'ai lu le livre, mais à la fin, il y a des pages explicatives concernant tous les noms et les dieux mythologiques dans lesquels elle fait référence dans le livre, ce qui est pas mal. Donc je vous le dis en amont parce que moi j'ai passé mon temps à prendre mon téléphone pour rechercher des données sur les personnages ou sur les lieux qu'elle évoquait et que je savais appartenir à ce folklore-là, sauf que je ne les connaissais pas. Donc en fait, il y a un petit glossaire à la fin et ça, c'est très utile. Le livre coûte 25,90 €. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver encore dans sa version reliée. Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine.
sachant que c'est une nouveauté de chez Sabran, qui est une nouvelle maison d'édition. Au niveau de l'histoire, moi, je n'ai pas beaucoup aimé le style de l'auteur, au niveau de son écriture. Personnellement, j'ai du mal avec notamment sa découpe des dialogues, par exemple, et il y a pas mal de dialogues. Toutefois, même si j'ai du mal au départ à rentrer dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé la fin. Vraiment, c'est la deuxième partie du texte qui m'a plu le plus. Et je trouve que une fois qu'on a terminé le livre, tout prend son sens. Aussi bien le choix du titre que le début qui est un petit peu difficile pour bien comprendre finalement cette fin. Voilà, mais c'est une bonne lecture, mais c'est pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Mais je pense qu'une fois qu'on est prévenu, une fois qu'on sait qu'il y a le glossaire, peut-être que c'est plus agréable au niveau de la lecture, ce que moi je n'avais pas au début au niveau de mes outils quand j'ai commencé le livre. On arrive au dernier roman que j'ai envie de vous présenter pour cette section automnale. Il s'agit d'un roman japonais cette fois-ci qui s'appelle Le château solitaire dans le miroir. Donc ce livre-là a fait un gros buzz dernièrement puisqu'il y a le film qui est sorti simultanément dans les salles. Je crois aussi qu'il y a une forme BD ou manga qui est sortie également. Là, on a vraiment la version roman, vous voyez, en format collector relié qui coûte 20,90 €, que vous pouvez toujours d'ailleurs trouver aux éditions Milan. Et l'auteur s'appelle Sugimura Mizuki. Voilà. Il faut savoir que ça a été un carton littéraire au Japon, ce qui explique ensuite la sortie du film et la version manga. Mais chez nous en France, je pense qu'on a décidé de tout sortir en même temps parce que ça parle d'une thématique qui en ce moment est assez importante dans notre pays. Il s'agit du harcèlement scolaire. Donc en fait ce livre-là, c'est vraiment en premier lieu un livre sur ce sujet. C'est un sujet assez difficile, je préfère vous prévenir parce que peut-être que c'est pas un sujet que vous avez envie d'aborder dans vos lectures d'automne. Il faut le savoir, c'est un livre d'abord sur ce sujet-là. Mais c'est un livre extrêmement bien traité sur ce sujet puisque on va avoir une jeune fille, donc une collégienne, qui est déscolarisée et on comprend qu'elle a été victime de harcèlement scolaire au fil de la lecture. Cette jeune fille passe tout son temps enfermée chez elle. Elle vit en huis clos en fait, dans un univers extrêmement restreint. Et cette jeune fille, un jour, va se rendre compte que son miroir dans sa chambre brille d'une lumière anormale. Elle va s'en approcher pour le toucher et là, elle va se faire happer à l'intérieur du miroir. Elle arrive devant un château de contes de fées vraiment fantastique, un peu à la Disney. Et en face d'elle, elle a une petite fille, plus jeune qu'elle, avec un masque de loup très étrange, qui va lui parler de façon énigmatique. Et là va s'enchaîner une histoire fantastique autour de ce château. Mais vraiment, gardez à l'esprit qu'on est sur une thématique concernant essentiellement le harcèlement scolaire. Ça va aller vraiment sur la solitude, un peu sur la santé mentale d'ailleurs, et puis sur les relations étranges entre japonais, puisque au Japon c'est extrêmement codifié, notamment toutes les obligations de politesse, toute la façon qu'ils ont de communiquer entre eux qui n'est pas fluide, qui est vraiment très spécifique au Japon. Et donc ça c'est assez intéressant si vous vous intéressez d'ailleurs à la culture nippone d'avoir ce point de vue là, je trouve. Et enfin le dernier thème abordé par le livre, ça va être le fantastique. Donc on n'est pas sur un roman fantastique qui effleure le sujet de l'harcèlement scolaire, on est vraiment sur un roman sur l'harcèlement scolaire qui prend une forme fantastique autour. Voilà. Donc il faut quand même bien l'intégrer si vous avez envie de le lire et pas se laisser rebuter par ce sujet si jamais vous n'êtes pas intéressé par lui au premier abord. Le livre a une couverture vraiment magnifique. Vous voyez là, on a cet effet un petit peu miroir scintillant. Et à l'intérieur, voilà, on a une très jolie édition. Il n'y a aucune illustration. Le livre est écrit assez gros, ça se lit assez facilement. Et j'ai bien aimé, moi, cette lecture. D'abord parce que j'aime le Japon et qu'il en est quand même question. Mais aussi parce que je trouve que c'est vraiment traité avec beaucoup de psychologie. C'est très fin dans l'analyse des personnages et des sentiments. On comprend vraiment ce que ressent quelqu'un qui est victime d'harcèlement scolaire et aussi tout ce qui se découle derrière qu'on ne voit pas forcément, toutes les conséquences que ça a sur la vie d'une personne. Et ça, rien que pour ça, je trouve que ce livre devrait être lu. Alors attention, si vous avez envie de le faire lire à vos enfants, personnellement, bien que les personnages principaux soient au collège, je ne le donnerai pas à des enfants trop jeunes. 6e, 5e par exemple, je trouve ça un peu jeune. Peut-être plus pour des enfants de 4e, 3e, et ça dépend de leur maturité et de leur niveau de lecture.
Franchement, on est presque sur un livre de young adulte plutôt que sur un livre jeunesse selon moi. Mais vraiment, au fond, ça dépend de la maturité de votre enfant. Il n'y a pas de scène choquante non plus. C'est vraiment plus le fait qu'il soit très fin psychologiquement. Ça fait réfléchir, oui, mais après, il ne faudrait pas que ça atteigne trop certains enfants qui seraient sensibles. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette lecture. Je trouve que je comprends le succès qu'il a eu au Japon. Il y a vraiment beaucoup de finesse à l'intérieur. Et il y a plein de références, donc comme je vous ai dit, un univers fantastique, mystérieux. On a envie de savoir, en fait, qu'est-ce que c'est que ce monde parallèle et ce château derrière le miroir. Il y a des allusions fréquentes, déjà à Alice au Pays des Merveilles, puisqu'à la base... traverser le miroir, c'est quand même Alice. Le personnage principal le dit, elle aurait préféré suivre un lapin derrière le miroir plutôt qu'une jeune fille bizarre avec un masque de loup. Et on a vraiment aussi cette référence au conte, voilà, au petit chaperon rouge, au conte de Grimm avec les loups, etc. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais honnêtement, c'est une très bonne lecture. Il faut juste avoir en tête que ça traite vraiment en premier lieu du harcèlement scolaire. Et si vous n'avez pas envie d'aborder cette thématique, effectivement, il faut y réfléchir à deux fois. Sinon, c'est vraiment une lecture agréable à lire en cette saison, de par le côté fantastique qu'il y a derrière et tout cet univers un petit peu japonisant. Alors, on termine par des livres un petit peu différents, là, c'est un peu la catégorie fourre-tout. On commence par ces deux éditions, donc vous voyez que ce sont des éditions concernant des champignons. Donc tous les deux, ce sont des éditions vintage des années 70. La première, qui je pense est la plus ancienne, s'appelle Champignons comestibles et vénéneux. Et la seconde s'appelle uniquement Les champignons comestibles cette fois-ci. C'est aux éditions Fernand Nathan, toutes les deux en fait. Et la particularité de ces éditions, je vous en ai déjà présenté, c'est qu'ils ont des couvertures magnifiques et qui sont dessinées. Voilà, ce sont des illustrations, ce que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, quand on regarde ça, déjà, ça donne envie. On pourrait le mettre sur une carte postale ou une affiche tellement c'est joli. Et donc, si je vous montre l'intérieur, vous verrez qu'il y a essentiellement comme ça des très belles illustrations, vraiment de l'ordre du scientifique. Voilà, on est sur un naturaliste, un botanique au niveau des dessins, c'est vraiment superbe. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de livre. En fait, les feuilletés, essayer de reconnaître les champignons, eh bien, ça me met dans l'ambiance de l'automne. D'abord parce que pour moi, faire des balades en forêt, c'est vraiment quelque chose que je fais en automne. Il faut savoir que j'aime bien partir à la chasse aux champignons. Alors, je ne les cueille pas, je ne les mange pas, j'ai pas assez confiance dans mes compétences. En revanche, j'aime bien les dénicher, les débusquer, les prendre en photo et essayer de retrouver ensuite par rapport à ce que j'ai vu et à ses caractéristiques, quel champignon ça pourrait être. Et ça, j'aime beaucoup, voilà, je sais pas, j'ai une petite obsession pour les champignons en automne. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai depuis assez longtemps. Je sais qu'on est plusieurs à bien aimer les champignons, voilà. Donc j'avais envie de vous présenter ces deux livres. Alors celui-ci qui est un peu moins ancien, bon, dans des années 70 quand même, mais il y a une différence. Vous voyez qu'il y a aussi des photos, il y a toujours des dessins, mais il y a aussi des photos comme ça qui peuplent un petit peu le livre, vous voyez. Mais je trouve que c'est pas gênant parce que là encore, on a un thème différent déjà. Ici, on a uniquement les champignons comestibles, donc c'est plus fourni, il y a plus d'exemples de champignons comestibles que dans celui-ci. Et on a aussi des coupes voilà, dessinées qui sont très jolies. Il y a plus de texte dans celui-là aussi, si vous avez envie d'avoir un guide sur les champignons, il me semble plus dense. Celui-ci, en fait, traite plutôt des beaux dessins et il y a des numéros à côté de chaque champignon et ça renvoie ensuite à l'ordre des numéros pour savoir de quel champignon il s'agit et ses propriétés et le goût qu'il a également. J'ai bien aimé ces deux guides vintage sur les champignons, je les aime beaucoup. Je trouve aussi qu'ils sont très jolis en décoration. D'ailleurs, vous les avez vus dans ma décoration si vous avez vu la vidéo. J'adore cette collection, c'est pas la première fois que je vous en montre. Il y en a sur tout type de thème, mais en général, la particularité de la collection, c'est que ça parle de la nature. Donc soit de la faune, soit de la flore, mais c'est toujours sur la nature. On enchaîne avec un livre de cuisine. Donc une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la première fois que je vous en présente un. Il s'agit de ce livre qui a une forme rigolote puisqu'il est en forme de citrouille. Donc déjà là-dessus, j'ai flashé dessus. C'est un livre qui n'est plus édité, donc il faut le trouver d'occasion s'il vous intéresse. C'est paru aux éditions White Star et ça coûte en version neuve 9,90 €. Voilà, donc déjà au niveau du décor, j'adore, donc inutile de vous dire que vous pouvez le mettre facilement en décoration. Au début, je pensais le mettre dans ma cuisine, mais comme j'avais pas la place escomptée, finalement, je l'ai mis dans mon salon.
mais je pense qu'il va bouger là quand je vais commencer à cuire des bons petits plats en sauce avec mes courges, puisque mes courges sont toujours en déco et il fait trop chaud pour faire des plats en sauce, mais j'adore vraiment ce genre de plat où ça cuit lentement à la cocotte et que ça embaume la maison. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire en automne. Et la particularité en fait de ce livre, c'est que ça parle de recettes avec différents types de courges. C'est pas seulement une seule courge comme par exemple cul au potiron par exemple. Et c'est un livre aussi qui traite de différents plats qui vont de l'entrée au dessert. Donc il y a aussi bien des recettes sucrées que des recettes salées. Et ça, je trouvais ça assez bien. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à le cuisiner salé et à faire toujours les mêmes recettes. Au niveau de la présentation, on a une page par recette. On a ici une très belle photo. Et là, la recette qui est détaillée. Donc moi, j'aime bien cette mise en page. Je trouve que c'est plutôt alléchant. Et c'est très aéré, très clair. J'ai pas trouvé d'ingrédients compliqués dans les recettes, en tout cas dans celles que j'ai feuilletées et qui m'intéressaient. Donc ça, c'est un plus parce que j'ai horreur des livres de cuisine qui vous donnent des ingrédients qu'on ne trouve nulle part. Donc moi, je préfère quand c'est accessible. Vous voyez que la photo est vraiment très très jolie. Moi, ça donne envie. Il y a vraiment la présentation aussi, donc c'est très sympathique. Je vous montre quand même une photo de dessert pour que vous voyez que ça traite vraiment tous les domaines, sucré-salé. Et là, vous voyez ce dessert qui me donne moi aussi franchement envie. Voilà, c'était le dernier livre de cette présentation. Avant de clôturer, j'avais envie de vous présenter un petit goodies littéraire parce que j'aime bien aussi, je vous en parle jamais sur la chaîne, mais moi j'adore tous les petits goodies. Donc ça va aussi bien des cartes postales, des petits objets en forme de livres, des petites lampes pour lire sur son lit, etc. Et là, j'avais envie de vous présenter en fait un petit marque-page. Donc je vous montre le papier parce que je l'ai déjà déchiré. Ça vient de la boutique qui s'appelle Les Pépites de Gladys. En fait, Les Pépites de Gladys, c'est aussi une chaîne sur YouTube. Et donc, vous voyez qu'elle vous envoie des petits goodies comme ça d'autocollants très très sympas avec votre commande. Et moi, j'ai commandé ça. En fait, il s'agit d'un marque-page aimanté. Donc, je vous montre. Hop, voilà. À mettre dans votre livre. Et comment ne pas craquer pour cette pile de livres, cette palle à lire. Voilà, j'adore vraiment. Et j'ai vu qu'elle a sorti une nouvelle collection, donc je vous mets les photos là parce que c'est trop tard pour moi pour les commander et vous les montrer là en vrai. Donc je vous montre les photos parce qu'elle vient tout juste de les sortir et je les trouve super beaux aussi. Je pense que je vais me laisser tenter encore une fois. Il faut savoir que les marque-pages aimantés comme ça, c'est vraiment mes préférés. C'est ce que je préfère. Bien que j'ai d'autres marque-pages, c'est vraiment ceux-là que j'aime le plus parce que tout simplement quand votre livre tombe ou glisse, voilà, et bien vous ne perdez pas la page, ça reste accroché. Et ça c'est juste génial parce que moi ça m'arrive que le livre dégringole du lit ou de la table de chevet ou de ce que vous voulez. Et notamment comme j'ai des filles, elles sont pas à l'abri de feuilleter mes livres en douce et ça m'arrive régulièrement de perdre les pages comme ça. Donc vraiment les marque-pages aimantés, j'adore. Et je trouve que la nouvelle collection des Pépites de Gladys est magnifique et en plus elle vous envoie des petits goodies super sympas. Donc voilà, celui-ci je crois que je l'ai payé 4 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils tournent tous autour de ce prix-là. Donc je vous invite à aller voir. C'est une boutique en ligne de papeterie, donc vous y trouverez également des stickers, vous y trouverez des cartes postales, vous y trouverez même des bougies, je crois. C'est vraiment pas mal. Voilà, peut-être que vous connaissez la chaîne d'ailleurs, je vous invite à la suivre sur YouTube si vous avez envie. Dans tous les cas, voilà, j'ai craqué et je suis trop contente. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Nous avons à présent terminé cette sélection de livres spécial automne. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour cette fois-ci avoir une sélection plus sur Halloween. Donc pareil, il y aura un peu de tout, des nouveautés, des livres pour enfants, des livres pour adultes, voilà, bien illustrés comme j'aime. Je vous attends pour ce prochain rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.